Albert Moukébert, tu es psychologue clinicien et docteur en neurosciences. Je te contacte aujourd'hui pour Big Bang Therapy, le magazine en ligne de la médecine et de la santé intégrative. On traverse une crise sanitaire sans précédent, le Covid-19 est partout et les mesures d'urgence, la détresse, la peur et l'angoisse prennent beaucoup de place dans nos pensées, nos comportements et nos prises de décision. Que nous soyons confinés chez nous ou contraints d'aller travailler dans des conditions difficiles, voire très difficiles, nous avons beaucoup de mal à voir, malgré tout, ce qu'il se passe de positif autour de nous. Comment est-ce que tu peux expliquer ça? Qu'est-ce qui fait que le stress peut continuer à nous envahir, même lorsque nous sommes à l'écart de la maladie, des hôpitaux ou des lieux de soins? Il faut savoir que souvent quand on parle du stress, c'est souvent des stress psychologiques. On est stressé par une réunion, par réussir un examen, etc. Alors que dans le cas du Covid-19, le stress est une réaction relativement adaptée. C'est-à-dire c'est le stress qui va faire que on va se laver les mains, on va prendre nos précautions, on va se confiner, etc. Parce qu'il y a un danger, un pathogène qui peut attaquer notre intégrité physique. Et donc, c'est un peu normal qu'on ne puisse pas s'écarter de ça. On est bombardé d'informations, c'est hyper compliqué de passer sa journée sans en entendre parler, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les chaînes d'information. C'est très difficile de faire genre, il ne se passe rien, je suis juste chez moi. Même si le cadre peut être relativement agréable, l'écart de nos modes de vie habituels font que notre cerveau est dans une sorte de vigilance permanente. Du coup, on a un peu de mal à prendre du repos par rapport à ça. On a peut-être encore les images dans la tête de ce qu'on peut voir à la télé ou des choses des proches qui vont pas très bien ou des choses qui font que du coup le stress, on l'entretient aussi par rapport à ce qu'on a dans le cerveau finalement. Oui, bien sûr. Et il y a aussi le stress de est-ce que je vais conserver mon boulot? Est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer? Si j'ai fondé ma boîte, est-ce que je vais pouvoir payer le salaire de tout le monde? Est-ce que je vais devoir mettre la clé sous le paillasson? Donc, il y a plusieurs considérations qui sont tangentielles un peu au Covid-19, Mm. mais qui travaillent un peu tout le monde. Tout le monde essaye d'analyser un peu la situation, de savoir qui a tort, a raison. Et moi, j'assiste à des débats très violents sur les réseaux sociaux qui concernent la maltraitance du gouvernement envers les gens, la théorie du complot, l'utilisation ou non de la chloroquine et la façon de considérer le professeur Raoult tantôt comme sauveur, tantôt comme charlatan. Et en fait, du coup, il y a beaucoup de violence qui émane de tout ça. Qu'est-ce que ça révèle pour toi? Comment expliquer ces positions extrêmes et la difficulté à s'ouvrir aux arguments des autres, jusqu'à même insulter ceux qui ne sont pas d'accord avec soi, finalement? Alors, il y a plusieurs facteurs qui sont en jeu. Le premier, c'est les a priori des personnes. C'est-à-dire, si moi, j'avais déjà des a priori négatifs sur le gouvernement, c'est pas maintenant que ça va changer. Surtout, l'élément principal qui fait que tout ça, c'est en train de se passer un peu, c'est l'incertitude. Notre cerveau, quand il est en situation d'incertitude extrême, euh, disons qu'il fonctionne d'une manière pas super optimale. Notre cerveau est un peu un organe qui essaye tout le temps de prédire le réel et puis d'adapter nos comportements basés sur nos prédictions. Là, on est dans une situation massive d'incertitude. On ne savait pas combien c'est dangereux ou pas. On va être confiné pendant combien de temps ou pas? Est-ce qu'on va trouver un remède ou pas? Est-ce qu'il y a des tests ou pas? Est-ce qu'il y a des masques ou pas? Etc., etc. Et donc, automatiquement, on va se polariser un peu pour essayer de réduire cette incertitude. Et quand on combine ça à une problématique qui est difficile, la virologie, l'épidémiologie, c'est quelque chose qui est vraiment dur. C'est-à-dire, les gens ne réalisent peut-être pas qu'en très peu de temps, on a réussi à identifier que c'est une maladie nouvelle, identifier le pathogène, développer un test pour pouvoir tester si une personne est malade ou pas, séquencer le génome du virus, tout ça en moins d'un mois, un mois et demi. Ça, avant, ça prenait des années. Je pense qu'on vit dans une ère où on a l'impression que la mort, c'est quelque chose de totalement anormal, qui devrait jamais se produire, et donc on pêche presque par orgueil de se dire ah bah ça fait un mois qu'on a découvert le virus, j'avais toujours pas de traitement, et donc quand un médecin dit bah moi j'ai le traitement, c'est sûr que certaines personnes vont se dire bah il a le traitement, pourquoi vous l'écoutez pas? Mais ça vient aussi du fait qu'on n'a pas une très bonne pédagogie de la science. Et donc, on ne comprend pas pourquoi est-ce que certains scientifiques veulent un protocole expérimental plus rigoureux, pourquoi d'autres ne le veulent pas. Les gens pensent que la science, c'est une science exacte, mais la science, la méthode scientifique, c'est quelque chose d'inexact, d'itératif, où le consensus pour des choses nouvelles est assez rare. On a des consensus sur le déplacement des objets dans l'espace, parce que la physique, c'est depuis longtemps, sur l'évolution, sur la gravité, sur le climat. C'est des choses où on a une masse de preuves qui est conséquente. Mais sur quelque chose comme un virus qui vient d'être découvert il n'y a même pas 2 mois, on est loin de ça. La science, c'est quelque chose qui doute, pas quelque chose qui affirme.
Et alors, au milieu de tout ce qu'on dit, tout ce qu'on raconte, toutes les explications qu'on peut donner, qu'est-ce que toi, tu peux nous conseiller pour essayer d'y voir plus clair, pour apprendre justement à avoir du recul par rapport à la situation, finalement, peut-être être plus objectif dans nos façons de voir les choses, dans nos raisonnements? Alors déjà, accepter les limites de notre raisonnement, accepter qu'on n'est pas tous des spécialistes en virologie, en épidémiologie, et d'accepter cette incertitude, d'accepter que sur certains sujets, je sais pas, mais encore j'ai une bonne culture scientifique, je suis chercheur, etc. Si je l'étais pas, c'est encore plus compliqué, mais d'accepter que si j'ai des opinions, c'est pas très grave, mais je suis pas obligé de les défendre avec acharnement et d'accepter cette partie d'incertitude qui est inhérente à la situation dans laquelle on est. Accepter des fois d'aller mal, ça aussi. Souvent, on m'appelle pour des interviews, des choses. Comment est-ce qu'on peut faire pour bien vivre le confinement? Ben, on ne va pas bien le vivre tous les jours. C'est un changement et il faut se donner le droit, des fois, d'aller mal. Et surtout, on n'est pas obligé tous de suivre l'évolution de tous les jours, de tout ce qui est en train de se passer. Mmh. On n'a pas tous besoin de savoir combien de morts en plus, combien de victimes en plus, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, à chaque minute, à chaque minute. On peut faire un point de nouvelle le matin ou le soir, ou un jour sur deux, et il ne va rien se passer. C'est vrai que parfois, on est un peu attiré malgré nous vers Ouais, des choses qui sont anxiogènes. On va aller les ouais. chercher, en fait, peut-être même de manière assez volontaire. Est-ce que c'est du coup un problème d'orientation de l'attention? Est-ce que on Alors, devrait c'est plusieurs travailler choses. ça? C'est plusieurs choses. La première, c'est l'orientation de l'attention. La deuxième, c'est la facilité d'accès. C'est à un clic de où on est, de notre téléphone, de notre ordinateur. Et surtout, c'est des informations qui, d'un point de vue évolutionniste, sont pertinentes. Notre cerveau a du mal à ignorer euh, les informations de danger. Et donc, c'est une combinaison. Et puis, c'est devenu presque un sujet social. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas au courant de tout ce qui est en train de se passer, c'est comme si vous risquez d'être mis de côté dans les discussions, dans les conversations. Est-ce que tu connais un peu toutes les techniques qu'on dit psychocorporelles, mais qui en fait mélangent beaucoup de choses différentes, mais qui ont un point commun d'essayer de faire un lien entre ce qu'on ressent corporellement et ce qu'on a dans la tête psychiquement? Est-ce que ça pourrait nous aider à prendre du recul par rapport à cette situation? Qu'est-ce que tu penses de ça? Pendant longtemps, j'ai réfléchi et un peu travaillé sur comment le langage qu'on utilise conditionne comment on pense le monde. Et je pense que une des choses qui nous induisent le plus en erreur, en psychologie et en sciences, et il y a un livre super qui s'appelle les mirages de la certitude sur le sujet, sur combien la séparation du corps et de l'esprit euh, nous ont fait du mal, dans le sens où on s'est laissé raconter une sorte d'histoire que notre esprit est séparé de notre corps. Et du coup, on est tombé dans des appellations comme psychosomatique. Pour moi, pour avoir travaillé sur le sujet, il n'y a pas de distinction entre le corps, le cerveau. Pour moi, quelqu'un qui a mal psychosomatiquement, c'est la même chose que quelqu'un qui a mal somatiquement ou quelqu'un qui a mal psychologiquement. Il n'y a pas de séparation. Et c'est très, très difficile de transmettre cette idée parce qu'elle est tellement engrainée, elle est tellement marquée dans notre esprit. Mais pour moi, je ne peux pas penser la psychologie sans penser le corps. Il y a de plus en plus de recherches. Par exemple, il y a tout un truc qui s'appelle la cognition incarnée sur comment nos pensées, en anglais on appelle ça embodied cognition, comment notre pensée est impactée par l'état de notre corps. C'est vraiment un tout indivisible. Pour moi, les deux sont des choses qui sont quasiment inséparables. Et donc, on ne peut pas gérer les choses sans technique dite psychocorporelle, que ce soit le sport, la méditation en pleine conscience, l'auto-hypnose, etc. On a besoin de passer par le corps parce que si mon corps est hyper tendu, mon cerveau va essayer de comprendre pourquoi. Et quand on comprend le désengagement corporel, le désengagement attentionnel, comment c'est un seul tout, beaucoup de techniques qui semblent être mystiques deviennent très banales dans leur compréhension. Par exemple, si vous faites de la méditation, vous n'êtes pas en train de réaligner vos chakras, c'est en train de désengager le fight et flight, et donc les idées derrière se calment aussi. En fait, on a besoin de la même préparation physique pour se battre ou pour s'enfuir, et c'est un réflexe qui est universel chez tous les mammifères. Mm. Et Euh, l'idée, c'est de pouvoir passer d'un état un peu stressé à un état plus reposant, un peu un à désengagement corporel. désengagement. Et une fois le corps désengagé, là, je peux commencer à travailler les pensées. Mm, mm. Parce que si le corps est sous tension, bah, le cerveau, il va comprendre pourquoi. Et donc, si vous êtes stressé, faites l'exercice, on appelle ça un body scan. Essayez de scanner vos muscles, vous allez trouver. Ça peut être la mâchoire, ça peut être les sourcils, ça peut être le cou, ça peut être l'estomac, mais il va y avoir quelque chose. Parce qu'encore une fois, genre le mot psychocorporel
induit et le psychosomatique et c'est un seul truc. Et ça fait beaucoup de ravages parce que des fois, je dis à quelqu'un, bah, en fait, ta douleur vient de ton stress et elle entend. Il me dit que je mens, par exemple. Il y a des personnes qui pensent qu'avoir une douleur psychosomatique, c'est moins grave. Ouais, ouais, ouais. Alors que c'est la même chose. Et alors pour finir, est-ce que dans tes rêves les plus fous, tu pourrais imaginer un bénéfice que cette crise pour toi pourrait être bénéfique est-ce que ce serait une occasion de grandir, d'évoluer, je sais pas, sur le plan cognitif, psychologique, Euh, social? Dans mes rêves les plus fous, oui, Ouais. mais je ne suis pas très fan de dire que quand on passe par des périodes très difficiles, on va automatiquement aller mieux. Mm. Genre, il faut pousser pour ça, c'est pas automatique. Et c'est un piège auquel il faudrait qu'on fasse très très attention. Je vois beaucoup d'articles qui tournent sur Internet, genre rien ne sera plus comme avant après le Covid, etc., etc., Ouais. etc. Et le piège, c'est de croire que ça se fera automatiquement. Mm. Moi, je pense que si on sort demain du confinement, le risque, c'est que ça reparte comme avant et même en pire. Le système dans lequel on vit n'est pas bon. Il n'est pas résilient comme on le voit maintenant. On s'est arrêté 2 semaines et tout est parti en sucette. Et pour moi, le truc positif, c'est qu'on a maintenant des preuves sur l'importance du système public de santé, sur Mm. l'importance sur combien le système actuel économique est fragile. Moi, je suis en mode, je me repose pour quand on sort, repartir au combat, quoi. J'ai fondé un laboratoire sur l'impact, en tout cas les freins comportementaux face à l'urgence climatique. Et pour moi, les conséquences du réchauffement climatique, ce qui se passe maintenant, c'est vraiment une mise en bouche. Et on doit être prêt en tant que système. Le plus gros piège, c'est de faire en sorte que la responsabilité soit individuelle. On a besoin de systèmes plus résilients, de systèmes sociétaux, de systèmes politiques qui soient plus résilients, qui puissent mieux encaisser les défis qu'on devra affronter dans le futur, que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation, du climat. Et j'espère qu'au moins on pourra maintenant avoir les arguments pour ne plus faire de coupes budgétaires sur les chercheurs ou sur la santé, les hôpitaux, etc., etc. Mhm. Bon, peut-être être plus vigilant sur nos fragilités, en fait, en quelque Oui, sorte. systémique. Et après, d'un point de vue individuel, bah, j'espère au moins que tout le monde se repose un peu. Parce Ouais. que notre rythme était assez effréné et je pense que ça fera pas mal de bien à beaucoup de gens s'ils arrivent à se déconnecter, à juste se reposer, ne rien faire. Moi, je suis un peu le défenseur de la flemme en France. Ah, je pense que c'est important de le dire. Merci beaucoup, Albert. Euh, Merci. Tu es l'auteur de ce merveilleux livre que j'ai lu, qui s'appelle Votre cerveau vous joue des tours. Et si tout se passe bien, le congrès de l'Institut français des pratiques psychocorporelles aura lieu à la Cité des Sciences et normalement, tu viendras faire une conférence le 5 juin. Bastien, j'espère, ce sera avec plaisir. Voilà. Bon, à très bientôt en tout cas. Merci À beaucoup. très bientôt. Ouais. Merci à toi.